Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Loubière, je suis kinésithérapeute, formateur et je vous présente un petit podcast qui s'appelle Approche EBP et viscérale. Avant de démarrer, je rappelle que ce podcast est fait dans le cadre d'un organisme de formation qui s'appelle GMK et de fait j'ai des conflits d'intérêts que je vais expliquer juste après. Avant de démarrer, je voulais quand même expliquer pourquoi je fais ce petit podcast. Il y a 3 réseaux principaux. Il se trouve que après avoir posté une photo de cette diapositive d'introduction, je lui ai demandé sur Facebook savoir si je pouvais partager un petit peu une partie de ce cours. Il faut savoir que ce cours a à la base été réalisé dans le cadre d'une formation en IFMK, un IFMK en Franche-Comté, dans lequel le directeur m'a demandé de construire un cours sur le viscéral et l'approche EBP. Et donc j'ai trouvé le thème vraiment intéressant, je me suis dit allons-y, on va chercher tout ça. Ça, c'est la première raison, les demandes sur Facebook. La seconde raison, quand j'ai donné ce cours aux étudiants, c'est il n'y a pas très longtemps, il se trouve que j'ai eu la chance de participer la semaine dernière à une formation animée par Chad Cook, avec l'agence EBP que je salue. Et au décours de cette formation, on est revenu sur différents tests viscéraux, et du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait certaines choses que je faisais différemment, que j'avais lues différemment. Donc, la deuxième raison, c'est que pour mes étudiants, c'est une possibilité de mettre à jour ces informations, donc ça va me permettre de corriger un petit peu. Et la troisième raison, c'est que au vu de certaines réactions de certaines personnes, je me suis dit que c'était quand même pas mal d'expliquer ce que j'entendais par approche EBP viscérale, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris. Il y en a qui m'ont dit que le viscéral, c'était que de l'ostéopathie, par exemple, c'était pas pour les kinés. Et d'autres ont cru comprendre derrière ce terme que j'allais forcément parler que de traitement. Mais c'est assez large. La question du viscéral, au final, on peut en dire plein de choses. Alors avant de démarrer, c'est toujours fondamental de déclarer ses conflits d'intérêts. Donc je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis kinésithérapeute libéral à mi-temps. Le reste du temps, je suis formateur. Je travaille en formation initiale dans des IFMK, principalement en Bourgogne-Franche-Comté et un petit peu à Paris. Et je suis également formateur en formation continue dans le domaine de la thérapie manuelle. Moi, je pratique la thérapie manuelle orthopédique plutôt suivant le concept Maitland. Et le plus gros de mes conflits d'intérêts, c'est bien sûr que je suis co-gérant d'une société de formation qui s'appelle GMK, dans laquelle je donne des cours. Je suis également membre de MT France, qui est une association qui milite pour la défense de la thérapie manuelle orthopédique en France. Alors en préalable, comment on peut essayer de développer ce thème du viscéral? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelle est la place du viscéral? Je me suis posé la question en 2 temps. Au début, j'étais tout content d'aller chercher des choses et je me suis confronté à un mur, le mur de la littérature. On trouve vraiment pas grand-chose sur le viscéral dans la littérature. Quand je dis pas grand-chose, on trouve des choses, mais il faut bien chercher. Et quand on va chercher dans le cadre du traitement manuel, il y a vraiment très très peu de choses. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? J'ai fait mes recherches, puis j'ai réussi à séparer en 2 entités ce que je pouvais dire. Tout ce qui était attrait à l'examen clinique et ensuite ce qui était attrait éventuellement au traitement. Je suis tombé sur un petit article réalisé par des personnes du collectif Cortex qui avaient déjà réalisé un écrit sur l'ostéopathie crânienne et j'ai simplement demandé si c'était possible d'avoir accès à certaines de leurs données. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une version non définitive de l'article et j'ai pu exploiter ça pour pouvoir aller chercher notamment sur toute la sphère traitement du viscéral. Donc je vous donnerai quelques éléments de ce rapport, en sachant que d'une part, c'est ce que j'en ai compris personnellement, et d'autre part, c'est une version non définitive et non parue. Donc évidemment, tout ce que je vais dire, c'est sujet à changement, et c'est à prendre avec des pincettes. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question quand on raisonne au niveau de l'examen clinique? Il y a 3 choses qui sont primordiales. La fiabilité, c'est la reproductibilité d'un examen. Quand on réalise un examen clinique au niveau viscéral, il faut qu'il soit reproductible, il faut qu'il soit valide, c'est-à-dire qu'il soit capable de mettre en évidence le trouble qu'on recherche. Et puis se pose la question de l'utilité clinique, tant que je peux, tout de suite. Quelle est l'utilité clinique de ces tests? Il y a une utilité vraiment importante quand il s'agit de réaliser des tests cliniques dans le domaine du triage, si on est sur des pathologies d'exclusion. Et par contre, l'utilité clinique, lorsqu'on réalise ces examens cliniques dans le cadre d'un traitement, elle est un peu plus limitée. On verra après pourquoi. Concernant le traitement, on se pose 2 choses très importantes. Quelle est l'efficacité propre du traitement viscéral? Sous-entendu, est-ce qu'il est plus efficace que des effets de contexte? Donc je ne suis pas en train de dire que ça marche ou ça ne marche pas. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des effets propres aux techniques avancées par ceux qui défendent le viscéral? Et dernière chose, à quoi se raccrocher si on n'a pas de preuves
Alors vous allez voir à la fin ce que je veux dire par là. Avant de démarrer, je voulais juste rappeler ce que c'était que le BP, parce que même si beaucoup de gens savent ce que c'est aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns qui ne connaissent pas ces notions-là. Le BP, c'est un triptyque sur lequel le praticien doit s'appuyer pour mettre en place ses décisions, pour décider de ce qu'il va faire. Les 3 éléments sont les suivants. D'abord, s'appuyer sur un bon niveau de preuve, c'est-à-dire un niveau de preuve scientifique, ce que dit la science dans le domaine sur lequel je vais travailler. Le deuxième point qui est très important, c'est les préférences du patient. Et le troisième, c'est l'expérience praticien. Je les ai cités dans cet ordre-là, mais il n'y a pas de... ce sont 3 éléments qui sont les uns à côté des autres, sans forcément qu'il y en a un qui passe devant l'autre. Je pense que l'idéal, c'est de s'appuyer sur ces 3 choses-là et pas oublier qu'on travaille dans un contexte, un environnement qui est propre en fonction de où on travaille. Donc, essayer d'intégrer ça à notre pratique, on peut se dire que ça va aller plutôt dans le sens de faciliter les choses et faciliter les soins, améliorer les soins, la qualité des soins. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur l'examen clinique ? Bien sûr, c'est dans l'exhaustif et ce n'est que mon point de vue. La première question qu'on peut se poser, c'est le viscéral en triage, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, je suis parti d'un livre de M. Boissonneau, qui est un livre qui est très connu et qui est très intéressant. Dans le cadre de la lombalgie, il nous dit la cervicalgie, c'est important de connaître les pathologies viscérales qui sont susceptibles de déclencher des douleurs de projection. Parce que y a pas mal de pathologies qui peuvent, par projection, faire que le kinésithérapeute va se tromper. Si quelqu'un vient avec une douleur lombaire et que l'origine est viscérale, ça vaut le coup quand même de connaître ça. J'ai trouvé une autre étude qui date de 2007 qui dit que sur l'ensemble des consultations, la prévalence de pathologie viscérale est de 2%. Je pense que c'est assez élevé, c'est probablement un petit peu moins. Vous savez, on parle parfois de lombalgies spécifiques, de lombalgies qui sont d'origine autre, c'est-à-dire fracture, problème viscéral, infection, etc. Et donc les pathologies viscérales, on les retrouve dans ces lombalgies dites aiguës spécifiques. On parlera un petit peu plus tard de la sensibilisation à la douleur viscérale, qui est un phénomène qui a été très bien étudié, très bien décrit, et je pense dans certains cas, comme par exemple les syndromes du côlon irritable, on a quand même une modification au niveau de la sensibilisation centrale de la douleur. Je ne suis pas expert, mais je vous donnerai quelques petits points clés à la fin de ce cours. Une petite carte qui est issue d'un site que j'adore, qui est Physiopédia, j'encourage tout le monde à y aller. C'est un peu l'équivalent du Wikipédia, mais pour les kinés, pour la physiothérapie. Et donc cette petite image qui nous permet de repérer les différentes projections. Donc la plupart des gens connaissent les projections au niveau du cœur, mais il y a des projections également au niveau des ovaires, des reins, etc. Vous voyez, la zone de rein est assez importante et assez étalée. Bien sûr, c'est toujours pareil, ces cartes-là, ce sont des exemples, il peut y avoir des variabilités d'une personne à une autre. Et donc, je vous ai laissé les diapositives à titre informatif, je vais les passer assez vite. Si vous voulez les lire un petit peu, vous pouvez bien sûr mettre sur pause la vidéo. L'idée, c'est de présenter quelques pathologies qui sont susceptibles de déclencher des douleurs de projection et auxquelles il ne faut pas forcément passer à côté, parce qu'un anévrisme aortique, c'est quand même bien de le diagnostiquer, parce que si jamais il éclate, c'est la mort assurée, donc c'est toujours intéressant de pouvoir le voir, et vaut mieux envoyer un patient sur 10 fois, 9 fois se tromper et une fois tomber juste et le sauver, plutôt que de ne pas oser envoyer le patient passer des examens, revoir son médecin. Donc on a l'anévrisme aortique qui est quelque chose qui est assez bien décrit, qui est une urgence médicale. On a d'autres pathologies qu'on peut retrouver qui peuvent déclencher des douleurs projetées. Bien sûr, il y a l'infarctus du myocarde, qui est relativement connu par les kinés, qui est très connu même. Les grossesses extra-utérines, il faut y penser. Les pancréatites aiguës, je vous ai mis quelques localisations et symptômes cliniques. Les ulcères, les problèmes d'infection urinaire par exemple, les problèmes d'infection au niveau rénal aussi, qui sont bien décrites. Je pense que vous vous souvenez de la zone de rein qui était quand même bien étalée. Tout ce qui est calcul rénaux, calcul biliaire, cholécystite, et tout ce qui est cancer, ce sont des pathologies auxquelles il faut penser en tout cas lorsqu'on est en première ligne, un accès direct. On parle beaucoup de l'accès direct en ce moment. Alors, comment on fait pour mettre en évidence ça de manière clinique ? Eh bien, on a différents outils qu'on peut utiliser. On a la palpation, la percussion, l'observation, enfin différentes choses. Déjà, la première chose à faire, c'est de connaître les pathologies, connaître un petit peu leurs symptômes cliniques, puis se poser la question, est-ce que je peux mettre ça en évidence ? Quand on regarde la littérature, en ce qui concerne la palpation. Donc là, le rapport Cortex m'a pas mal aidé parce qu'ils ont travaillé
sur l'ostéopathie viscérale et ils ont mis en évidence différentes choses. Concernant la fiabilité de la palpation, elle est faible à nulle pour ce qui est le repérage palpatoire et du mouvement. Repérage palpatoire, j'entends repérer un organe à la main par la palpation. Ils ont utilisé une étude par exemple sur le duodénum et repérer le mouvement, la fiabilité est très mauvaise. Il y a quelques exceptions, l'exception du test diagnostique de l'anévrisme aortique qui présente une fiabilité à 0,66 et la palpation du foie. Et concernant la reproductibilité de la palpation du foie, on est sur des scores qui sont étalés de 0,44 à 0,53, qui est un petit peu plus que nul, mais qui reste quand même relativement faible. Concernant maintenant la validité de la palpation, on va voir différentes diapositives sur des tests qui sont réalisés lors du triage. Donc on va commencer par le point de Murphy. C'est un point qui est retrouvé dans les problèmes de pathologie de vésicule biliaire. L'objectif c'est de venir placer un appui juste en dessous des côtes, de demander au patient d'inspirer et d'expirer progressivement, de laisser son pouce rentrer sur les côtes et au bout d'un moment donné, quand on arrive suffisamment loin, on laisse son doigt appuyer sur la vésicule biliaire, on demande une inspiration profonde et lors de l'inspiration profonde, le patient ressent une douleur. Et donc là, on voit qu'on a des scores pour exclure qui sont très très bons, puisque le ratio de vraisemblance négatif est à 0,06. Donc c'est un test qui est utilisable pour exclure le problème. Maintenant, si le test est positif, si ça fait mal, on ne peut rien en déduire, puisque le ratio de vraisemblance positif n'est pas exceptionnel. En ce qui concerne le foie, donc moi je connaissais différentes choses qui étaient décrites pour le foie, des tests de percussion par exemple, pour localiser un petit peu l'étendue du foie. La reproduction du leurre à la palpation dans la partie en bas, là on retrouve un score, un ratio de vraisemblance positive à 2,18. Donc il peut faire bouger un petit peu la décision clinique en faveur de oui, il y a le problème. Le ratio de vraisemblance positif fait qu'on va utiliser ce test seulement s'il est positif. S'il est négatif, on ne pourra rien en déduire. Juste une petite remarque par rapport à cette palpation. Il peut arriver qu'on puisse palper la partie inférieure du foie dans cette zone-là sans que ce soit pathologique. Et alors, j'ai noté pas d'études retrouvées pour ce qui est de la percussion dans l'objectif de localiser la taille du foie. Il y a quand même quelques écrits qui permettent de le voir, notamment une étude de Joshi qui a été réalisée. Mais alors, les scores sont vraiment pas bons au niveau de la métrique. L'idée, c'était d'évaluer la hauteur du foie. On considérait que si le foie était plus large de 10 cm, donc dans le sens crânio-caudal, c'était réputé pathologique. En ce qui concerne maintenant l'aorte, j'ai dit que les scores de fiabilité n'étaient pas mauvais. Au niveau de la validité, on va surtout l'utiliser s'il est positif. On a un score à 2,68, donc ça fait choisir une utilisation positive de ce test. Sous-entendu, si je trouve ça, j'envoie mon patient faire des examens et le principe est le suivant, on repère l'aorte et on va se placer de part et d'autre avec les doigts de l'aorte. Si l'espace fait plus de 4 cm, le test est positif, donc peut-être qu'il y a effectivement un anévrisme. En ce qui concerne l'appendicite, beaucoup de gens connaissent le point de McBurney. Là, pareil, le score est relativement bon dans les deux sens, donc qu'il soit positif ou négatif, on peut éventuellement l'utiliser. Et chose intéressante, je ne le connaissais pas comme ça, quand Chet Cook le présente, lui, il utilise le résultat au relâchement. C'est pour ça que j'ai mis douleur au rebond. Vous allez appuyer sur ce point qui est à l'union du tiers externe de la ligne qui fait ombilique épiniaque antéro-supérieur. Quand on appuie dessus, si ça fait mal, on ne peut pas déduire que c'est positif. Maintenant, c'est au lâcher. Quand on lâche le point, si la douleur apparaît, ça veut dire qu'il y a sans doute une souffrance de la région, en sachant que l'appendicite, il peut y avoir l'appendice vermiforme, il peut se trouver ailleurs sur le cadre colique. Donc, prudence, prudence, prudence. Une autre petite remarque pour être complet, il existe des règles de prédiction d'une appendicite aiguë qu'on appelle les règles d'Alvarado, qui sont des règles où on va avoir un nombre de critères qui vont être testés, évalués. En fonction du nombre de critères qui seront présents, on va avoir une métrique qui va changer dans le sens de l'exclusion de l'atteinte ou de l'inclusion de l'atteinte en fonction des résultats. Donc vous allez avoir des signes comme des nausées, la présence d'anorexie, la présence de sensibilité dans la partie basse du ventre, la présence du point de McBurney, de fièvre, etc. Donc je vous encourage à aller voir ce score. Pour ce qui est maintenant de la rate, la palpation ici a pour objectif de localiser la rate et de voir si elle a grossi. On parle de splénomégalie, qui pourrait effectivement être un signe de pathologie. Et puis, ce qui concerne l'apparition de douleurs à la percussion, je n'ai pas trouvé grand-chose
pour cette rate. Et enfin, pour finir, avec cette validité concernant la percussion des reins, eh bien, il n'y a pas de littérature retrouvée pour cette percussion. Elle est faite par usage, donc percussion point fermé. À noter qu'on peut utiliser cette percussion sur la colonne lombale pour essayer d'écarter une fracture lombale. Donc, vous voyez, au niveau de l'examen clinique, finalement, on peut se dire que la palpation viscérale, elle a surtout vocation à faire un triage, si on s'appuie sur la littérature, encore une fois, plutôt que de se positionner par rapport à un traitement. Maintenant, si on répond à l'autre question, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au traitement viscéral? Comment on peut le justifier? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Il y a notre blogueur vedette qui vous avait fait un billet sur les viscères, sur les douleurs viscérales, et il avait parlé un petit peu de tout ça, du système viscéral. Je vais vous lire sa phrase pour ceux qui écoutent la version audio. Une thérapie utilisant des stimulations tactiles en vue d'inhiber la perception de la douleur, de réguler le système nerveux autonome et les schémas d'action volontaires et involontaires, ne revient-il pas à appliquer la théorie de la neuromatrice? Sous-entendu, sur quoi on peut s'appuyer pour expliquer éventuellement des effets des séances viscérales au niveau, en tout cas au niveau du traitement? Si on se souvient quand même qu'il y a une sensibilisation centrale qui s'organise au niveau des douleurs viscérales, il y a des modulateurs, vous avez ici différents éléments issus de la littérature qui peuvent expliquer qu'on a une hypersensibilité viscérale. Et de fait, dans les problèmes d'hypersensibilité, on sait évidemment que ce qui va bien fonctionner, c'est tout ce qui va être éducation, c'est tout ce qui va être exercice, mais que dans certains cas, le hand-on peut aussi améliorer un petit peu les choses en modifiant la balance au niveau neurologique, en améliorant un petit peu la diminution de la nociception. Donc peut-être que on a quand même une petite action rien qu'en posant le ventre. Ce que j'aimais comme hypothèse, c'est que c'est pas la peine de se prendre la tête avec des modèles trop compliqués au niveau viscéral, mais peut-être que simplement le contact manuel au niveau du ventre et l'appui, sous la forme de massage non forcément construit, peut-être peut suffire à améliorer des symptômes d'origine viscérale. Donc voilà, je pose la question, je n'ai pas trouvé énormément de choses en rapport là-dessus. Et pour revenir au fameux rapport du Cortex qui est en cours d'écriture ou de finalisation, eux, ils ont étudié des techniques d'ostéopathie viscérale, et je vous la fais courte, donc bien sûr, ça ne peut pas être exhaustif. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de fondement scientifique propre au niveau de la physiologie et de la pathologie, c'est-à-dire qu'ils ont étudié un petit peu les théories ostéopathiques sur lesquelles reposent les approches viscérales. Ils n'ont pas trouvé grand-chose en termes de référenciation scientifique. Et enfin, concernant les preuves d'efficacité propres, c'est-à-dire est-ce que quand on compare un groupe qui est traité de manière placebo à un groupe qui est traité avec le traitement cible qu'on veut évaluer, est-ce qu'il y a des différences? Et donc, ils ont trouvé quand même pas mal d'articles, mais à chaque fois, il y a un souci de méthodologie, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas conclure de manière sûre. Et en plus, quand c'est bien construit, souvent les effets, les résultats sont très très limités. Donc ils n'ont pas pu trouver de preuve d'efficacité propre. Et c'est toujours pareil, je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'il n'y en a pas, mais quand même il y a des grandes présomptions là-dessus. Donc au demeurant, pour avoir lu ce rapport, je le trouve au niveau construction superbe. C'est un très très beau rapport, c'est un bon pavé, mais il a été extrêmement bien construit, et donc en ce qui concerne la forme, je trouve qu'il est parfait. Voilà, et donc j'ai vraiment apprécié de le lire. Bien sûr, c'est mon point de vue, ça n'en cache que moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si vous avez continué jusqu'au bout, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je rappelle bien sûr que cette petite intervention n'est pas exhaustive et que c'était histoire de partager avec vous différentes choses que j'avais vues. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.